Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Le pays veut des constructions écologiques. La future réglementation de 2023 le prévoit et ça a déjà commencé. Illustration dans un instant avec un logement au PH à Pamatei. 4 cas de Covid-19 confirmés au collège d'Afreaïtou. Le reste des élèves de la classe ont été dépistés aujourd'hui. Les résultats sont attendus au plus tard vendredi. Quelle est l'origine de la contamination? Nous allons tenter d'en savoir plus avec le docteur Philippe Biarez de l'hôpital de Moria via Messenger. Bonsoir, à tout à l'heure. Le système de climatisation SWAC de Polynésie intéresse les scientifiques. Un dispositif made in finnois unique au monde. Nous avons suivi pour cela un chercheur, Franck Lucas, à Tetiaroa. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, arrive demain soir à Tahiti. Parmi les temps forts de sa visite, l'évolution de l'épidémie de Covid-19, le tourisme ou encore le nucléaire. Et puis un anniversaire, les 80 ans du bataillon du Pacifique. Nous allons suivre les pas du commandant Félix Broche, celui qui a dirigé les troupes françaises dans le Pacifique. Enfin, découvrez avec nous le marché du terroir de Uapo. Il sera ouvert à la population à chaque fin de mois, histoire de générer quelques revenus aux familles d'agriculteurs. C'est à voir dans votre rubrique AI Fénois. Construire des maisons plus écologiques, moins énergivores, c'est l'objectif fixé par le pays via une nouvelle réglementation. Hôtels, restaurants, établissements scolaires, logements collectifs ou individuels, toutes futures constructions devront répondre à certains critères. Des critères auxquels répondent déjà le logement au PH en cours de finition à Pamatei. On voit cela avec Kaline Liénard, Ismaël Tahiata et Hiro Terurutua. Un immeuble en béton revêtu de bois, c'est esthétique et surtout utile. C'est ce qu'on appelle la protection solaire de l'enveloppe. Tout ce qu'on voit, tous les éléments qui sont, notamment les éléments en bois sur la façade, le bardage qui va permettre d'éviter que le soleil cogne directement sur les parois en béton et que ça renvoie la chaleur pendant la nuit, ou les brises soleil effectivement qui évitent aussi que les vitrages soient exposés. Utiliser des matériaux locaux et naturels, comme le bois de pin polynésien, ça contribue à faire des économies d'énergie. Les casquettes, ça aurait été en béton. Moi, j'ai choisi des brise-soleil parce que ce qui se passe sous une casquette, c'est que généralement, l'air est un peu plus chaud. Et quand on a le vent qui ramène l'air chaud à l'intérieur, c'est pas terrible. Donc du coup, moi, j'ai opté plutôt pour des brise-soleil où quand ça chauffe, ça part naturellement vers le haut. Et puis comme c'est du bois, ça chauffe moins. Imaginez ne plus avoir besoin de brasseur d'air ou de climatisation. Comment faire? En favorisant la ventilation naturelle. Donc là, on voit que Stanley il a bien bossé la ventilation naturelle traversante et la porosité. Donc avec des ouvertures de part et d'autre du logement et avec beaucoup d'ouvertures. Là, tu vois, on a des jalousies, des devantaux, ce qui permet d'avoir un grand espace pour que l'air circule. Pas de climatiseur ni de brasseur d'air. Investir à la place dans un chauffe-eau solaire, ça réduit considérablement la facture d'énergie. La couleur du toit joue aussi un rôle. Plus ça va être foncé, plus il faudra augmenter la température, augmenter l'épaisseur d'isolation. Avec un toit clair, par exemple, comme on a sur l'école maternelle en bas, par exemple, 3 cm d'isolation aurait suffi. Alors que là, c'est foncé, il va peut-être falloir mettre 7 cm. Donc tu vois, la couleur de la toiture, ça n'a pas d'impact économique, mais derrière, la solution technique, que tu mettes 3 ou 7, c'est pas le même coût, quoi. Coût supplémentaire estimé de toutes ces installations, entre 0,5 et 2%. Mais à long terme, c'est entre 15 et 30% d'économie sur la facture d'énergie. Et la loi de pays votée d'ici la fin de l'année entrera en vigueur en juillet 2023. La Covid-19 toujours à surveiller. À Moria, je vous le disais en titre, 3 élèves du collège de Afreaïtou et leurs professeurs ont été testés positifs à la Covid-19. La classe a été fermée et les élèves dépistés dès aujourd'hui. Dans l'entourage de l'un des collégiens, 5 autres cas se sont déclarés. Les résultats des tests réalisés sur les enfants sont attendus au plus tard vendredi matin. La population s'inquiète beaucoup. Écoutez ces réactions recueillies par Noha Urarurua. C'est une bonne chose, si c'est réglé là maintenant, que le dépistage a été fait pour toute sa classe, ça leur permet à tous de reprendre les cours le plus tôt possible. Lorsqu'on t'a appelé, qu'est-ce que ça t'a fait là? Surpris, mais pas inquiet non plus. Vu que les choses sont faites pour justement que ça aille mieux, la preuve, il termine son dépistage.
Docteur Biarez, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous trouvé l'origine de cette contamination? Bien, bonsoir. Nous n'avons pas trouvé l'origine précise de cette contamination et il est probable que ça soit soit un adulte du collège, un enseignant ou des bureaux administratifs ou un élève qui a été malade de manière très peu symptomatique, donc très faiblement malade ou asymptomatique dans les semaines ou les jours précédents. Ce que l'on voit beaucoup, comme vous le savez tous, c'est qu'en ce moment, il y a une circulation virale d'autres virus, des infections, donc notamment gastro-entérines et des infections aussi ORL, et qui peuvent être confondues avec le Covid. Et je pense que beaucoup de gens, malheureusement, négligent un petit peu de penser à aller faire un test, et de faire un test reste toujours une chose importante. Qu'advient-il des élèves dépistés? Quelles consignes avez-vous données aux parents? Eh bien, tous les élèves dépistés, donc par définition, sont d'abord des cas suspects puisqu'on les dépiste et ils doivent rester isolés à la maison de manière assez stricte et dans la mesure du possible dans leur chambre s'ils en ont une tout seuls, jusqu'au résultat que nous attendons donc au plus tard vendredi matin. Selon vous, est-ce que le fait justement de ne plus appliquer ou de négliger les gestes barrières aurait été aussi à l'origine un petit peu de cette contamination? Bien sûr, donc on le remarque tous ensemble depuis quelques semaines. Donc les gestes barrières sont maintenant très peu appliqués. On peut comprendre bien sûr que la population en soit fou de tout cela depuis plus d'un an maintenant. Mais ce qui se passe actuellement montre bien que l'épidémie n'est pas finie, que le virus peut circuler encore et que les gestes barrières restent vraiment importants. Et notamment dans le milieu de travail et dans le milieu scolaire, je pense, et encore particulièrement dans les lieux fermés. Actuellement, où en est la campagne de vaccination sur l'île de Moorea? Oui, tout à fait. C'est sûr que l'occasion est là de rappeler à toute la population de Moorea que nous avons une chance d'avoir une offre de vaccination gratuite, sans limitation de stock. En ce moment, tout va bien. Et tous les jours, donc au centre de vaccination de l'hôpital jusqu'à 17h, le dimanche, tous les dimanches aussi, de 10h à 14h, et tous les vendredis au centre commercial de Maharipa le matin. Il est sûr que c'est l'occasion de repenser à la vaccination et de se dire que pour arrêter ce phénomène et enfin pouvoir revivre tranquille dans quelques mois, de se vacciner tous ensemble maintenant. Merci beaucoup, docteur Biarez, d'avoir répondu à nos questions. Et le dernier bilan Covid de la Direction de la Santé parle justement de 4 cas supplémentaires depuis hier, soit 24 cas actifs au total. 2 patients sont hospitalisés, les 2 sont en réanimation. Et pour intensifier l'accès à la vaccination dans les archipels, l'opération Ora Ora, lancée par l'armée ce mercredi jusqu'à samedi, consiste à acheminer, grâce à l'hélicoptère Dauphin, les vaccins et le personnel médical sur l'île de Rapa. Après Rapa, l'équipe médicale rejoindra Raivava pour y vacciner les volontaires jusqu'au 12 mai. Environnement maintenant, le système de refroidissement SWAC dont je vous parlais, utilisé en Polynésie, est un dispositif de climatisation unique dans le monde et il semble intéresser les scientifiques. L'un d'entre eux, Franck Lucas, s'y intéresse de très près. Au mois de février, il a installé des capteurs pour en étudier l'efficacité. Le reportage à Tetiaroa de Hedienko et Corinne Tehetia. Ce compteur fait partie de la trentaine d'instruments de mesure qui ont été posés à différents points stratégiques du SWAC de l'hôtel de Brando, sur l'atoll de Tetiaroa. Le système de climatisation, grâce au pompage de l'eau de mer à près de 900 mètres de profondeur, est le second à avoir été mis en place dans le monde après celui de Bora Bora. Un défi technique et technologique qui intéresse le monde scientifique. L'objectif de ces capteurs, c'est principalement d'évaluer la performance de la technologie SWAC et de montrer qu'elle est extrêmement intéressante par rapport à la climatisation conventionnelle. Elle permet de réduire sensiblement la consommation électrique pour climatiser les bâtiments. Le SWAC permet de rafraîchir plus de 7000 m² d'espace répartis sur tout l'hôtel, comme les bungalows bien sûr, mais aussi les lobbies, les boutiques ou encore les logements des employés. Un laboratoire à échelle réelle que le scientifique peut étudier à loisir. Ici, pas besoin de faire des calculs ou des projections.
Tout l'enjeu et tout l'intérêt de ce projet, c'est qu'on s'appuie sur une installation qui est véritablement en fonctionnement. Et ça change totalement la logique. Ce n'est pas des expérimentations de laboratoire en conditions contrôlées, dans un fonctionnement nominal. On est en gros dans la vraie vie. Donc avec tous les aléas que ça peut comporter, c'est quand même toujours plus parlant et plus intéressant que des conditions trop artificielles de laboratoire. Il aura fallu la ténacité des concepteurs et le soutien financier sans faille d'un investisseur visionnaire pour créer un modèle polynésien de climatisation unique au monde. C'est surtout la reconnaissance d'un investisseur qui est M. Bellet. Lorsqu'en 2006, on largue le tuyau à Bora, il faut être courageux parce que c'est des millions avec des certitudes et aussi une part d'incertitude. Si cette étude confirme un modèle économique viable sur la longue durée avec une empreinte écologique faible, voire nulle, la Polynésie apparaîtra sur la scène internationale comme un exemple mondial d'une technologie d'avenir. En politique, le ministre des Outre-mer est attendu demain soir, jeudi, à Tahiti Fa'a. Une mission d'une semaine pour Sébastien Lecornu, qui connaît bien le pays pour y avoir séjourné 2 fois. Parmi les temps forts de sa visite, l'évolution de l'épidémie de Covid, le tourisme ou encore le nucléaire. Les précisions de Caroline Fari avec VTA Tirei. Le premier rendez-vous fixé au centre de vaccination de Pirée ce vendredi donnera à Sébastien Lecornu un aperçu de la situation sanitaire en Polynésie. Le ministre enchaînera sur des rencontres avec les fonctionnaires chargés du contrôle des voyageurs au commissariat. Après une commémoration de la victoire du 8 mai 45 samedi à Papeete, le ministre des Outre-mer est attendu à Bora Bora, où il échangera avec les acteurs touristiques de l'île. Retour le soir même et repos le dimanche, car lundi, il attend le dossier brûlant du nucléaire. Les associations de défense des victimes annoncent déjà ne rien attendre de cette visite. Le ministre procédera ensuite à la signature d'une convention relative aux abris de survie avec les maires de Polynésie. Au programme également, la présentation du dispositif de climatisation marine, le SWAC à Pirée, et la visite du site de surf de Te Ahupo qui accueillera les Jeux Olympiques en 2024. Mercredi 3 mai sera consacré à la visite du centre pénitentiaire de Nutania et aux rencontres avec les acteurs économiques et syndicaux du pays. Enfin, Sébastien Lecornu s'envolera jeudi pour les Marquises et notamment Hivaoa, où il ira à la rencontre du régiment, du service militaire adapté et des maires de l'archipel. Après une nuit sous les étoiles marquisiennes, le ministre des Outre-mer s'envolera pour Tahiti vendredi 14 mai à la mi-journée. Son vol pour Paris est prévu le soir même. Et notez que le ministre des Outre-mer sera l'invité de notre journal mercredi prochain. Sachez aussi que demain, Philippe Newfer, l'avocat des victimes du nucléaire pour l'association Maururo et Tato, sera l'invité café de votre matinale radio. Ce devoir de mémoire maintenant, retour pour cela dans l'histoire du bataillon du Pacifique, c'était il y a 80 ans, sur les pas du commandant Félix Broch, celui qui va diriger les troupes françaises dans le Pacifique, une histoire d'amitié qu'il a su tisser avec les volontaires de Calédonie et de Tahiti. Le reportage de nos confrères à Paris. S'il est un homme qui connaît bien le début de cette aventure, c'est François Broch, le fils du commandant Broch, l'homme qui a eu la confiance de De Gaulle pour lever ce corps expéditionnaire. 80 ans après, l'historien nous éclaire de nouveau. Il est capitaine, commandant la compagnie d'infanterie coloniale à Tahiti. Et comme vous le savez, De Gaulle est un démiurge qui crée un monde à partir de rien. Il enregistre avec une grande satisfaction le ralliement de mon père à sa cause, et il le nomme aussitôt commandant supérieur des troupes françaises dans le Pacifique. À Tahiti, où il a été muté en 1939, Félix Broch va vite séduire les Polynésiens et les Marquisiens. Entre eux et lui, ce sera plus qu'un simple rapport d'officier à subordonner. Il l'appelle le Popa. C'est l'Européen qui arrive, c'est l'officier inconnu comme un autre. Très vite, il le baptise le Métois, mais il l'appelle comme ça, officiellement, quoi. Donc il y a un lien très, très, très filial. Les chefs coutumiers se sont retirés dans la montagne et ils ont discuté entre eux. Alors on ne sait pas la teneur de leur discussion. Et ils sont redescendus en disant qu'on pouvait faire confiance à ce Popa. À Nouméa, où Félix Broch est parti avant que ces Tahitiens ne le rejoignent sur le Monovail, le rapport est différent avec les 300 autres volontaires qu'il va convaincre entre Calédoniens et Javanais. Il y avait un lien très particulier à l'égard
entre les volontaires calédoniens et mon père. Ils étaient attachés d'une autre façon que les Tahitiens, qui étaient plus mûris, moins spontanés, mais il y avait la même force. En quelques semaines, le Métois a réussi son pari. Le 5 mai, grand discours défilé, le gouverneur Soto, un fidèle de Gaulle, salue les troupes du bataillon du Pacifique. Ils quitteront Nouméa pour Sydney, puis ils seront formés par les Anglais avant l'arrivée en Libye. Beaucoup de ces volontaires du Pacifique deviendront compagnons de la libération. Ils avaient 18 ans et ils n'avaient pas quitté leur île. Et c'était une aventure qui commençait. Et en plus, on leur disait qu'ils allaient participer à la libération de la France. C'est quand même un enjeu extraordinaire. En 1942, ce sera Bir Hakeim, leur première page de gloire. Retour à Tahiti, du côté de Tarahui, le Conseil des ministres a décidé d'interdire à nouveau la vente d'alcool après 18h, après concertation avec les Tavana. La vente d'alcool ne sera donc autorisée que de 8h à 18h en semaine, les week-ends et jours fériés de 8h à midi. Enfin, en l'absence de réponse de l'armateur du Tony échoué à Arutua, le Conseil des ministres a aussi décidé de procéder à l'enlèvement du navire aux frais du propriétaire. Au chapitre social, un mouvement de grève menace la société Sabena Technique. La société de maintenance des avions a perdu le marché des gardiens de la Marine nationale et peut-être celui des CASA. Une centaine de salariés concernés. Si aucun accord n'est trouvé, la grève sera effective jeudi. Une note positive tout de même, c'est le grand retour de la foire de mai et du salon de l'habitat. Ils ont lieu en même temps à cause des contraintes sanitaires. Les exposants sont 2 fois moins nombreux qu'il y a 2 ans et les organisateurs ont embauché plus de personnel pour s'assurer du respect des gestes barrières. Les éditions 2021 se feront en douceur mais sous certaines contraintes. On écoute Aude Pasquier au micro de Nicolas Suivre. Il y a eu des mesures qui ont été prises pour réduire le nombre d'exposants, imposer également des tailles de stands à partir de 10 mètres carrés. Donc pour nous, aujourd'hui, on n'a pas pu accueillir le monde qu'on voulait puisque avec toutes ces mesures-là, il a fallu se restreindre à un certain nombre de stands possibles à mettre sous chapiteau. Voilà, et puis du côté de la presqu'île, l'événement culturel au collège de Taravos et le Honoreo, c'est exceptionnel. Les élèves ont présenté un spectacle mêlant danse et théâtre. Pour ce faire, les élèves se sont entraînés à s'exprimer sous différentes formes, en français, en tahitien ou alors en anglais. Les précisions recueillies par Sandrouli. Ce projet, ça s'intitule La semaine de l'expression, ça se tient sur toute la semaine. C'est à l'initiative d'une de nos collègues de PS, Madame Nadège Rampant. Et elle a pu fédérer autour de ce projet plusieurs professeurs pour permettre aux élèves de s'exprimer sous différentes formes. Le chant, la danse, le théâtre, l'écriture, la peinture, voilà. C'est la semaine de l'expression. Et pour clore ce journal, Ouapo nous attend avec son tout premier marché du terroir. Un bien grand mot pour des produits déjà connus par les habitants de l'île, à la différence des marchés traditionnels où l'on trouve fruits et légumes. Celui-ci rassemble aussi les produits transformés. Raïhiro et Lionel Tehamouana. C'est une première sur l'île de Ouapo. Le marché du terroir a réuni des dizaines d'agriculteurs, d'artisans et de pêcheurs. Objectif, écouler leur production de fruits et légumes, mais pas seulement. J'ai porté la farine de banane, et le moringa, qui a beaucoup de vertus, et le corosol, la farine de corosol, la farine de mai pour les gâteaux, pour tout, et le céréales de banane. Aujourd'hui, je présente mon miel, c'est cette journée. En fait, là, je l'ai récolté il y a une semaine, là, et puis je les ai mis, j'ai mis mon miel. Pour celles et ceux qui sont venus le ventre vide, des plats préparés sont proposés à la vente par Joanita Kohumoetini. On a des michoui, on a des fruits de mer, du poisson cru, du cochon himaa, et tout ce qui est friffiri, harawahoué.
Pour le comité organisateur, ce marché du terroir donne l'opportunité aux familles de l'île d'arrondir leur fin de mois dans une ambiance conviviale. Il faut savoir qu'ici à Ouapo, on va dire que le principal secteur d'activité, c'est l'agriculture et l'artisanat. S'il y a une forte demande, c'est aussi à cause de la crise sanitaire que nous avons traversée l'année dernière, que nous continuons à subir. On a constaté que beaucoup de familles avaient du mal à joindre les bouts. Donc on s'est dit cette année, dès qu'on a les autorisations qu'il faut pour le rassemblement du nombre de personnes, on lance le marché du terroir. Face au succès de cette première édition, les organisateurs ont décidé de pérenniser l'événement et de l'organiser à chaque fin de mois. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Le pays veut des constructions écologiques et moins énergivores. La future réglementation du pays prévue entrera en vigueur en 2023. Vous l'avez compris, il s'agit de la réglementation de l'habitat. À la une de Tahiti Info demain, le quotidien titre « Blocage contre saccage ». Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Restez avec nous à suivre Yeihu Te Hirua. 19h30, Matara, consacré au Reumaoe et à la loi Molac. 20h30, votre film La part du soupçon. Belle nuit. Sur la première, à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet